Notre invité aujourd'hui est Philippe Maris. Bonjour tout le monde. Je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci. Et c'est parti. Donc, bienvenue tout le monde. Merci de votre temps. Je vais vous décrire la chaîne critique, aussi bien en quoi ça peut augmenter les performances de management de projet, mais aussi comment ça peut améliorer la qualité de vie dans le management des projets. L'ordre du jour est assez simple. Après une brève introduction, je vais surtout décrire la méthode de planification de la chaîne critique en monoprojet pour commencer, et ensuite l'exécution d'un projet toujours en monoprojet, pour ensuite aborder la gestion d'un portefeuille de projet et conclure. Donc, juste un point pour comprendre, la chaîne critique, le management de projet par la chaîne critique est une des composantes de quelque chose qui s'appelle la théorie des contraintes. Et donc, vous verrez en quoi d'ailleurs, au fur et à mesure du déroulement, pourquoi ça fait partie de cette approche d'amélioration des performances. Et les autres composantes pour mémoire sont la gestion de production, comment on gère une usine, la gestion d'une supply chain avec des buffers dynamiques, qu'est-ce qui se passe quand on a une contrainte dans le marketing et les ventes, le contrôle de gestion et les thinking processes ou les outils de résolution de problèmes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'espère que vous vous intéressez à la chaîne critique. Une d'entre elles, c'est que récemment, donc en 2019, le Project Management Institute a donné the award of the best project of the year à la société Embraer pour le développement de son nouvel avion à l'époque, le E190 E2. Projet remarquable en tout point, c'est pour ça qu'il a gagné ce prix. L'avion est un grand succès commercial, triplement certifié, et ainsi de suite. Et on est habitué à ce que des gros projets compliqués terminent en retard, avec beaucoup de douleur. Celui-ci a terminé avec 22 mois d'avance, juste par exemple. Et ceci tout en utilisant la chaîne critique. On pourrait évoquer de nombreux cas de résultats divers et variés. C'est difficile de trouver le bon panoplie de projets puisque le monde des projets est extrêmement varié, donc j'en ai pris un peu au hasard quelques-uns. Que ce soit dans une mine pour gérer la mine et ses équipements, que ce soit pour développer des logiciels pour des téléphones portables ou pour des grosses entreprises, quel que soit leur secteur, dans le domaine automobile pour développer des véhicules, dans les BTP pour terminer un immeuble et ainsi de suite, et puis plein d'autres choses, les développements de nouveaux produits, bien sûr en général, donc en pharmacie par exemple, et d'autres projets, déménager une usine, etc., etc. Et toujours avec des résultats qui sont bluffants, effectivement. Et j'espère que d'ici la fin de ma présentation, vous comprendrez pourquoi c'est possible d'obtenir ce genre de résultats en changeant de logique de management de projet. La théorie des contraintes, donc, est assez connue de par le monde, puisque un livre a été écrit qui est un peu un ovni littéraire, qui est Le But, en français. Il va bientôt atteindre les 8 millions d'exemplaires vendus, donc c'est le best-seller des livres de management, si on veut bien considérer que c'est un livre de management. Pourquoi on peut en douter? C'est parce que c'est écrit sous forme d'un roman, une histoire, dans lequel la personne découvre la théorie des contraintes et sauve son usine, son mariage, etc., etc. Okay. Donc ça fait que ce livre-là est très connu, mais l'auteur Eliyahu Goldratt, fondateur de la théorie des contraintes, a également écrit un peu plus tard, en 97, un livre sur le management de projet qui s'appelait La chaîne critique, d'où est née cette approche. Je ne vous recommande pas nécessairement de lire ce livre puisqu'il a été écrit au tout début du développement de la chaîne critique et il est assez incomplet pour cette raison. Mais c'est ça qui a lancé cette approche de management. Nous allons maintenant, ce sera la partie la plus longue de ma présentation, décrire la partie de planification par la chaîne critique. Et avant de commencer, j'aimerais savoir quel est le niveau de connaissance des participants à ce webinaire de cette approche. Donc, on va lancer un petit sondage pour vous demander est-ce que vous connaissez déjà l'approche de management de projet par la chaîne critique? Oui, un peu ou pas du tout.
Merci Philippe. Je vous invite à soumettre vos réponses. Pour cela, vous avez une dizaine de secondes. Et nous clôturons maintenant le sondage. Je vous remercie de votre participation. Les résultats s'établissent comme suit. Oui pour 22%, un peu pour 46%, pas du tout pour 32%. Très bien, merci beaucoup. Donc, par avance, mes excuses aux 22% de personnes qui connaissent déjà, mais c'est le jeu d'un webinaire avec un public aussi large. Je vais donc maintenant décrire qu'est-ce que c'est le management de projet par la chaîne critique à titre de planification, qui est un des piliers clés de cette approche. Alors, pour ce faire, la première chose à comprendre, c'est que le regard porté sur le monde des projets est lié à l'idée qu'il n'y a qu'une seule date qui compte réellement dans le management de projet, c'est la date de fin du projet. Et malheureusement, beaucoup de modes de management ont pris l'habitude, vu les échecs, les retards pris dans les projets, d'essayer d'assurer la date de fin en micromanageant les différentes tâches et en vérifiant les dates de fin des différentes tâches. Et on demandera donc aux différents interlocuteurs qui ont réalisé toutes les différentes tâches de la projet de s'engager sur une date de fin de la réalisation de leurs tâches. Et on va faire ça, et probablement d'ailleurs d'année en année, de décennie en décennie, ce management va être de plus en plus précis parce que ça n'a pas permis de terminer à l'heure et ainsi de suite. Donc on se dit on va contrôler encore plus je contrôlerai, mieux j'arriverai à respecter les délais. Et le problème avec ça, c'est que pour qu'une tâche puisse respecter son engagement dans le monde incertain, intrinsèquement incertain des projets, la personne va rajouter une marge de sécurité sur la durée de sa tâche. C'est-à-dire que s'il y a une tâche qu'elle estime que dans les meilleures des conditions, probablement elle va prendre 5 jours, puisqu'on lui demande un engagement de date de fin, au cas où la personne rencontre des problèmes, ils vont dire ça va me prendre 9 jours. Ils vont rajouter dans chacune des tâches une sécurité pour pouvoir tenir leurs engagements. Et c'est ce que je cherche à représenter avec ce schéma. Donc il y a le travail à faire, mais ensuite les gens ont rajouté des marges de sécurité au niveau des tâches, et on a ensuite cherché à piloter ça par le suivi des jalons, le suivi des dates, suivi des dates de fin de tâche, et c'est comme ça que la plupart des projets sont gérés. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas, car en fin de compte, ces sécurités s'évaporent ou sont gaspillées pour 3 raisons principales. La première, c'est le syndrome de l'étudiant. Une tâche, partant de l'anecdote d'un professeur devant ses élèves qui donne un devoir, les élèves rouspètent, non, on a un contrôle de maths cette semaine-là, etc. Donc, professeur sympathique, il donne une semaine de plus, donc vous avez 2 semaines pour faire votre devoir. La question est combien des étudiants vont commencer le soir même le travail? Peu, n'est-ce pas? Beaucoup vont commencer la veille au soir, avant le délai final. Et on retrouve ce phénomène dans le monde des projets, non pas parce que les exécutants sont en train de faire la fête ou je ne sais quoi, mais simplement parce qu'ils sont en train de travailler sur des choses plus importantes et plus urgentes, déjà en retard. Et donc, quand une nouvelle tâche, un nouveau projet arrive, il ne saute pas dessus à pieds joints le moment où il arrive, et on perd une partie de la sécurité qui est ainsi faite. La deuxième, la loi de Parkinson, c'est imaginer qu'une personne s'est engagée pour faire une tâche dans 3 semaines, que finalement la tâche s'est avérée beaucoup plus facile que son estimation initiale, et qu'elle a fini en moitié moins de temps. Est-ce que la personne va tout de suite passer sa tâche au suivant et le projet prendrait donc de l'avance? Probablement pas, pour diverses raisons. Une d'entre elles, c'est que puisque la personne est jugée sur la vitesse avec laquelle elle exécute ses tâches, on risque de lui demander de réitérer cette performance atypique la prochaine fois, et on lui donnera moins de temps la prochaine fois pour des tâches semblables. Bref, le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible. Le meilleur exemple, d'ailleurs, c'est dans les développements logiciels, où on peut trouver un code qui marche très bien, mais après on va le tweaker, on va le tuner, on va le tester jusqu'au dernier moment. Et enfin, le principal fléau probablement en tout cas le monde des portefeuilles de projets, le multitâche,
c'est fascinant pour nous qui mesurons assez régulièrement le multitâche dans les entreprises. On est très souvent autour de 60 différentes tâches par jour dans une journée de travail d'une personne, c'est-à-dire une tâche qui en moyenne va durer entre 5 et 7 minutes. Et c'est amusant parce qu'on voit ça aussi bien dans les gens qui développent des produits pharmaceutiques sur 8 ans que des gens qui ont des échéances à très court terme. Tout le monde a l'impression se pousse juste au niveau, c'est pas tout à fait de la folie, mais quasiment. Donc, ces différents phénomènes vont gâcher les sécurités qu'on a installées dans les réseaux de tâches. Et pour savoir si vous vous sentez concerné par cette situation, on va lancer un deuxième petit sondage. La question est, est-ce que vous êtes concerné par un ou plusieurs des phénomènes perturbateurs suivants, le syndrome de l'étudiant, la loi de Parkinson ou le multitâche? Merci de soumettre vos réponses à ce deuxième sondage. Et nous clôturons maintenant ce deuxième sondage. Merci pour vos réponses. Les réponses s'établissent comme suit. Le syndrome de l'étudiant, 13%. La loi de Parkinson, 10%. Le multitâche, 78%. Parfait. Effectivement, le multitâche, je répète, c'est le fléau des temps modernes, amplifié peut-être par les emails, les téléphones portables, les messageries dans tous les sens, etc. Et quand vous voyez que certaines des améliorations de productivité faites dans certains des projets, pour beaucoup, c'est qu'on n'a pas éliminé le multitâche, ce n'est pas possible, mais on en a réduit l'ampleur de manière significative. Voyons comment ceci est possible. Donc, on va prendre un petit exemple. Pour résumer en une seule page, qu'est-ce que c'est l'approche de planification de la chaîne critique? Imaginons qu'on a un projet à faire de 3 tâches très simples. On a estimé la première tâche à 4 semaines, la deuxième à 16 semaines et la troisième à 12 semaines. Donc, on a un projet de 32 semaines, planifié en 32 semaines, qui a de fortes chances de terminer en retard, parce que vous savez probablement que le taux de respect des dates de fin des projets est quand même particulièrement mauvais, quel que soit le secteur, le pays, ou même la maturité de l'organisation dans le domaine du management de projet. Donc, qu'est-ce que fait la chaîne critique? Elle va scinder les temps en deux de chaque tâche. Elle va récupérer le travail réellement à effectuer et elle va extraire la sécurité locale au niveau de la tâche. Et elle va reprendre toutes ces sécurités locales et les mettre comme buffer, comme tampon à la fin du projet. Par mutualisation de ces sécurités, en fin de compte, on n'a pas besoin de remettre l'ensemble des sécurités locales. Je vous épargne la formule pour aujourd'hui. Et on se retrouve avec des projets qui sont planifiés à peu près de cette manière, c'est-à-dire à peu près 2 tiers d'exécution dans un monde idéal et 1 tiers de buffer pour récupérer les problèmes qui, bien sûr, auront lieu. Regardons cela avec un exemple, un cas d'école peut-être, mais c'est juste pour faire passer un certain nombre de notions. Nous avons donc un certain nombre de tâches à exécuter avec un code couleur. Il y a 2 tâches bleues à faire par la personne en bleu. Il y a une tâche rouge par la personne en rouge. Il y a 2 tâches vertes par la personne en vert, etc. Voilà, on a les différentes tâches. La première chose qu'on va faire, c'est les lier entre elles par lien de successeur-prédécesseur, n'est-ce pas? Donc on est là tout à fait classique. Et on va se retrouver avec un réseau de tâches comme suit. Pour le moment, on n'a rien inventé. C'est une démarche tout à fait standard de management de projet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va redemander aux personnes 2 différents temps pour chaque tâche. Non plus un temps avec un engagement, mais 2 temps. Et ceci est absolument fondamental. C'est ça une des clés de voûte, un des secrets de la chaîne critique. Pour la tâche que vous avez à faire, on va vous demander le temps idéal, focalisé ou agressif, comme vous voulez, c'est-à-dire un temps où on n'a que ça à faire, il n'y a pas de conflit de multitâche ou autre, on a un kit parfait d'informations, s'il nous faut des spécifications, des dossiers clients ou je ne sais quoi, on a tout ce qu'il faut. Et on va leur demander un temps moyen, ou plus précisément médian, c'est-à-dire qu'avec 50% de probabilité de tenir cette durée. Seulement 50%. Ce n'est pas du tout un engagement, puisque dans la moitié du temps, ils prendront plus de temps que cette durée. Donc c'est une durée dite focalisée, qui devrait avoir 50% de probabilité de se réaliser. Et pour la même tâche, on leur dit, et si ça se passe mal, ça pourrait te prendre combien de temps? N'est-ce pas?
Et là, il donne une durée qui peut être un peu supérieure, 2 fois supérieure, 4 fois supérieure. Pourquoi pas, puisqu'il y a des projets où il y a des tâches qui sont à faire avec plus ou moins d'incertitude ou d'inconnu. Donc, on fait ceci et on se retrouve avec un planning avec des durées nettement plus courtes et donc nettement plus comprimées. Mais bien évidemment, là, on a rien gagné puisque 50% de probabilité de réussite sur chacune de ces tâches. On sait très bien qu'on ne va pas terminer à la date indiquée de fin qui est là. Et donc, on rajoute des buffers. On va donc mettre un buffer à... Ah, pardon. Avant cela, excusez-moi. Avant cela, on va prendre en compte la capacité des ressources. Bref, on ne va pas planifier du multitâche. Dans le planning précédent, la ressource verte était prévue de faire 2 choses à la fois, n'est-ce pas? On prend cette impossibilité en compte et on prévoit que la personne en vert va d'abord faire cette tâche et ensuite celle-là. On nivelle, pour ceux qui connaissent bien un produit comme Microsoft Project, pour prendre en compte les ressources disponibles. D'accord ? Donc, même en ayant fait ça, ça ne tient pas la route, puisqu'on a seulement 50% de probabilité de réussite de chacune des tâches. Et c'est là où on va rajouter un buffer. Mais nous avons ici la définition de la chaîne critique. Je vais y revenir tout à l'heure en faisant la comparaison entre chaîne critique et chemin critique. C'est cette séquence ici qui prend en compte les successeurs et les prédécesseurs, mais aussi les dépendances de ressources, c'est-à-dire que c'est fait à capacité finie. Donc maintenant, on rajoute les buffers. On a ce buffer ici que j'ai déjà décrit, qui est là pour absorber tous les problèmes qu'on va avoir sur cette chaîne critique, ici indiqué par le cheminement en rouge, n'est-ce pas? Les incertitudes de ces différentes tâches vont mener à un calcul qui permet de savoir de quelle taille de buffer on a ici. Il y a aussi un deuxième type de buffer ici un peu plus clair, qui sont des feeding buffers ou des tampons auxiliaires qui s'assurent que les différentes tâches non critiques ne vont pas mettre en retard la partie critique du projet qui est en rouge, la chaîne critique. N'est-ce pas? Alors, parce que je pense que c'est important à comprendre, surtout pour ceux du PMI qui normalement connaissent très bien l'approche chaîne critique. Si on prend une des définitions du chemin critique, la succession de tâches sans marge, n'est-ce pas, qu'on a là mis en rouge, ça se discute de savoir si on a nivelé ou pas les tâches pour prendre en compte les capacités. Là, je l'ai fait non nivelé, c'est-à-dire que la ressource verte continue à être prévue à 2 choses à la fois. Okay. Mais on a cette séquence-là. Il n'y a pas de slack. Le slack, il est sur les autres parties du projet. Et c'est ça le chemin critique. Avec la chaîne critique, on a nivelé pour prendre en compte les tâches. On a comprimé les temps et on a rajouté un buffer à la fin. Okay. Et une des raisons pour lesquelles on peut avoir une confusion, c'est qu'une des définitions plus récentes, plus courantes du chemin critique, c'est l'ensemble de tâches dont le bon déroulement de la séquence conditionne la réussite de l'ensemble. Donc, on n'écrit même plus exactement comme on l'a trouvé dans certaines définitions. Et c'est pour ça que quelque part, je pense qu'on peut tous être d'accord sur cette définition du chemin critique, puisqu'on n'identifie pas exactement quelles sont les tâches. On dit que c'est celles qui sont importantes. La chaîne critique apporte sa réponse à cette question. Mais c'est clairement des cousins proches autour du Gantt. Ce qui est particulier, c'est que dans la chaîne critique, on rajoute deux types de buffers de fin et d'alimentation. L'exécution des projets, une fois qu'on a fait ça, c'est assez sympathique dans le sens où, d'où le cochon, normalement, si on a bien planifié son projet, on a une séquence de tâches qui est stable et qui ne va pas varier tout le temps. Ce qu'on reproche souvent au chemin critique, c'est qu'à chaque fois qu'on met à jour le planning, le chemin critique s'est déplacé. Mais si on s'est assuré que le non critique reste non critique, eh ben, la chaîne critique ne va pas bouger. Et donc, pour réussir le projet, on sait que c'est cette séquence de tâches qui doit être faite sans faille aussi vite que possible. On met en œuvre le principe de la course de relais. Et il se trouve qu'un des premiers clients chez qui on a mis en place ceci, on pensait utiliser un bâton de relais comme dans l'athlétisme,
mais c'était pour développer un produit pharmaceutique pour les cochons, et donc ils ont choisi un gros cochon rose de 50 cm de haut pour un enfant de 3 ans, un gros truc, coin, 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 et lui suivait physiquement la chaîne critique du début à la fin du projet. Donc dès qu'on voyait ce cochon rose, on disait attention, cette personne travaille sur la chaîne critique, laissez-les tranquilles, c'est eux qui déterminent le succès ou l'échec de ce projet. Voilà, et depuis qu'on a fait ça, on a beaucoup de succès avec les cochons, donc il y a beaucoup de mascottes ou qui se promènent dans les entreprises maintenant, souvent plutôt humoristiques d'ailleurs. Si on a ça, on est en train d'exécuter, on découvre ce qu'on appelle la fever chart. Personne n'a jamais proposé une traduction qui a pris en français, désolé. Celle-ci présente sur l'axe horizontal le projet du début à sa fin, et sur l'axe vertical le buffer et s'il est consommé ou pas. Et en exécution, par exemple ici on a un projet qui se déroule semaine par semaine, on regarde qu'est-ce qui a été fait du projet, donc on a avancé un peu, mais on a consommé un peu du buffer. Ici aussi, on a consommé un peu. Troisième semaine, on a consommé un peu. Rien à signaler de particulier. Et pendant une semaine entière, là, de semaine 3 à semaine 4, on n'avance plus. On a rencontré un problème. Ça peut être un fournisseur qui était en retard, quelqu'un qui est malade, un plan qu'on n'arrive pas à dessiner ou un prototype qui ne fonctionne pas, et ainsi de suite. On est passé dans le rouge, ce qui veut dire que si ça continue comme ça, le projet risque de terminer en retard. Et donc, on regarde ce qui se passe, on prend les décisions qui vont bien, on renforce les moyens si possible, et on accélère le projet, et on termine, par exemple, ici. En terminant là, on termine le projet en avance, et c'est une simple remarque de bon sens. Quand vous prenez un avion, pour éviter de rater un avion, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez en avance, vous attendez X temps, 20 minutes, 2 heures, devant la porte d'embarquement, quand plus rien peut vous arriver. Et c'est comme ça qu'on termine aussi ces projets dans un monde incertain à l'heure, comme pour l'avion. On vise une fin un peu en avance. Maintenant que je l'ai écrit comme ça, je reviens au cas du Award PMI de Embraer. Voilà, dans la vraie vie, la fever chart d'un développement d'avions sur de nombreuses années, de 2013 sur 5 ans. Et on voit, c'est pas un long fleuve tranquille. Ils ont eu un gros problème, mais parfois ils ont trouvé des solutions qui ont permis de descendre. Oui, on peut aller plus vite que la moyenne, on peut trouver des raccourcis, et ainsi de suite. Donc voilà à quoi ressemble un cas récent d'un projet complexe, un nouvel avion, qui a terminé finalement avec 22 mois d'avance. Pour conclure, on va parler de gestion du portefeuille. Et vous allez voir, bizarrement, c'est très très bref, parce que ça part d'une idée évidente qui c'est si tous les projets dans votre portefeuille ont été planifiés de sorte à ce qu'ils aient une bonne probabilité de terminer en avance, c'est quoi le problème de gérer un portefeuille? Au contraire, c'est plus facile de gérer un portefeuille dans ces conditions que c'est de gérer un seul projet, puisqu'on a la flexibilité éventuellement de réattribuer les tâches d'un membre d'équipe à un autre en fonction des aléas qui ont eu lieu sur les différents projets. Et donc, tout ce qu'il nous faut pour que ça se passe comme ça, c'est un système qui permet d'identifier les priorités. Et on a ça, c'est à nouveau la fever chart, mais cette fois-ci sous forme de portefeuille, c'est-à-dire que c'est une concaténation de chacune des fever charts des différents projets du portefeuille, présentés comme ceci. Et on voit très clairement quelles sont les priorités, c'est-à-dire que plus elles sont dans le rouge, plus c'est prioritaire. Donc, le projet le plus urgent, celui qui a le plus de problèmes dans la société actuellement, c'est le projet P1, ce qui est très intéressant comme regard, puisque en général, sans qu'on ait ce genre d'outils, tout le monde est en train tout le regard managérial est sur les projets qui vont bientôt sortir ou qui sont en retard, etc. Et ils ne sont pas du tout portés sur le nouveau projet qui est démarré il n'y a pas si longtemps, qui va être l'incendie dans 2 ans. Et donc, on a quelque chose où, de manière transparente, publique, on peut afficher quelles sont les priorités relatives des projets et éventuellement réattribuer des tâches. L'équipe qui travaille sur le projet P11, par exemple, qui va terminer trop en avance, va peut-être pouvoir aider ceux qui travaillent sur le projet P1 pour l'accélérer et le remettre dans le vert. Si on a bien réglé son système, ça n'arrive pas au début, ça peut prendre plusieurs années avant de régler un dispositif sous chaîne critique pour arriver à ça, on a à peu près 80% de ces projets qui sont dans le vert,
On n'a même pas besoin d'intervention managériale. Ils vont terminer en avance. On se concentre sur les exceptions qui nécessitent de l'attention managériale. C'est aussi simple que ça. Et voilà, en un slide, pourquoi la gestion de projet devient très facile. Un indicateur qui permet de réattribuer les gens sans que ce soit du management par décibel ou des tristes discussions sur quel est le plus important des projets, celui qui est très en retard pour un client important ou celui qui est très en retard pour un client très important. Pour conclure, voilà la chaîne critique. J'ai essayé de synthétiser qu'est-ce que c'est cette approche. Normalement, ça permet de terminer quasiment tous ces projets à l'heure, en respectant bien sûr les budgets, avec les spécifications initiales, et simultanément de faire peut-être 2 fois plus de projets par an, de les faire 2 fois plus vite, tout en améliorant nettement la qualité de vie. Eh bien, merci Philippe. Nous arrivons à la fin de la présentation. J'espère vous avoir donné envie de vous en renseigner plus pour ceux qui ne connaissaient pas qu'est-ce que c'est la chaîne critique. Vous verrez dans l'annexe de la présentation ou en allant sur Internet quelque part qu'il y a quand même beaucoup de matière, de vidéos notamment, qui expliquent en long, en large et en travers cette approche. Donc, renseignez-vous un peu plus et faites-le. Il y a à la fois des performances époustouflantes et une qualité de vie fortement améliorée. Donc, pourquoi hésiter ?